Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec la commémoration de la 79e année du massacre de Thiaroye. Une cérémonie officielle conduite par le ministre des Forces armées s'est tenue ce matin au camp de Thiaroye. Occasion pour rappeler le rôle des tirailleurs dans les deux guerres mondiales, mais aussi la place incontournable de nos djambars dans les opérations de maintien de la paix. Pour le ministre des Forces armées, Oumar Youm, la modernisation des armées est en cours pour davantage montrer le rôle de ces vaillants soldats. Plus de détails, c'est avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Pour cette 79e année du massacre du camp de Thiaroye, des écoliers ont répondu présents. À côté de la tribune des officiels, ils arborent fièrement des tenues militaires en guise d'hommage à leurs aïeux. Les tirailleurs sénégalais, amplement impliqués dans les deux conflits mondiaux et déterminants dans la victoire des Alliés, contribuèrent à l'éclosion d'un idéal de paix fondé sur les principes de neutralité, de consentement des parties et de non-recours à la force. Quand Thiaroye, une histoire vieille de plus de 70 années, des années se sont écoulées depuis, mais l'exploit de nos djambars reste aujourd'hui dans les annales. Au regard de la taille des troupes engagées par le Sénégal pendant les deux guerres, des conditions d'insécurité extrême sur les champs de bataille et les multiples privations, on peut dire à juste raison que les tirailleurs ont été de vrais héros de la paix. À titre illustratif, selon Marc Michel, sur un total de 167 000 hommes recrutés, tant en OF qu'en AF, en 1914-1918, le Sénégal fournit 27 916 hommes, représentant un pourcentage de près de 17%. Une présence assez remarquable, aujourd'hui citée en exemple, elle constitue une feuille de conduite de nos armées dans des opérations de maintien de la paix en Afrique et au-delà. Les djambars ont participé à des missions sous la bannière de l'Union africaine et de la CEDEAO, compte non tenu de leur engagement dans le cadre d'accords bilatéraux et de coalition. Et pour pérenniser ce legs de nos anciens combattants, l'État sénégalais s'est engagé à davantage soutenir, mais également moderniser les armées. Et nous restons avec la commémoration du massacre des tirailleurs au camp de Thiaroye. Nos reporters ont donné la parole cette fois-ci à deux artistes. Il s'agit d'un ancien soldat et d'un rappeur. Ils saluent la mémoire de ces soldats africains pour leur contribution décisive à la libération des peuples contre le nazisme. Ils rendent hommage à des tirailleurs sénégalais revenus de la guerre après avoir combattu pour la France. Des soldats tués, c'était un 1er décembre 1944. Le reportage est signé Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Les artistes et à chacun son histoire avec l'armée. L'un est ancien militaire, l'autre un rappeur et petit-fils des tirailleurs. À l'occasion de la journée de la commémoration du massacre de Thiaroye 44, ils marquent tous à leur manière cette journée de deuil. Tirailleur sénégalais, je suis. Je dis soldat de la première et de la deuxième guerre mondiale. Je me suis abreuvé à la fontaine des braves. Rassasié des vertus cardinales de nos illustres devanciers du Cayor, du Baol, du Walo, du Sine, des Pangols et du refus de la Casamance aux héros imposés à la prospérité. Je suis du tout. Journée de douleur, avec un pincement de cœur et meurtrier, parce que ce sont nos braves tirailleurs sénégalais qui ont tout donné à la France jusqu'au sacrifice suprême. Et ma foi, en retour, en réclamant leur prime, leur dû, ils ont été vastement massacrés. Comment lutter contre l'oubli et rendre un hommage à ces tirailleurs qui ont combattu sous l'uniforme français pendant la Seconde Guerre mondiale? Certains ont été faits prisonniers par les nazis, d'autres ont rejoint la résistance. Le 1er décembre 1944 avait été commis le pire crime de guerre qu'aient jamais subi les soldats indigènes. Ils n'étaient pas esclaves ni coupables, juste des soldats qui avaient rempli leur devoir et réclamé leurs droits.
Le massacre des tirailleurs sénégalais reste l'une des injustices les plus douloureuses de l'histoire. J'ai choisi de faire cette histoire, de le faire en musique, juste pour les mélomanes qui écoutent de la musique puissent savoir aussi l'histoire du Sénégal. Et aussi l'histoire du Sénégal, l'histoire des tirailleurs sénégalais en fait partie. Officiellement, il y a 35 morts, selon les autorités françaises. Mais certains historiens précisent que le nombre est largement au-dessus de cela. Malgré ce flou, mais nous réclamons toujours la réparation. La réparation, bien sûr, pas par des paroles, pas par des discours, mais la réparation par des actes. Devoir de mémoire, on le réclame. Donc nous devons enseigner à nos enfants l'histoire de Thiaroye 44. Il y a 79 ans, le 1er décembre 1944, à la levée du jour, des militaires français ouvraient le feu sans merci sur des tirailleurs sénégalais massés dans le camp de Thiaroye. À la une de l'actualité politique, le rejet de la caution d'Ousmane Sonko par la Caisse de dépôt et consignation, une actualité commentée par le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, condamne mais encourage Ousmane Sonko et ses avocats à poursuivre le combat pour avoir vécu la même chose. Il estime que nul ne peut s'opposer à la volonté divine. Je vous propose de l'écouter. Ils ont raison d'ouvrir toutes les voies qui leur permettraient d'être acceptés. Comme je dis toujours, d'Arabie Soufi. J'ai vécu ça, moi, 2017-2019. J'ai vécu 28 mois de parcours judiciaire pour pouvoir être candidat. Et il a fallu une violation de la loi pour dire que le rabat d'arrêt n'était pas suspensif. Pour écarter ma candidature, mon parrainage avait été validé, mon dossier était valide, j'étais électeur, mon casier judiciaire était vierge et pourtant on m'avait éliminé au prétexte que le rabat d'arrêt, qui est une loi organique, n'était pas suspensif. Et 6 mois après, ils l'ont changé. En tout cas, moi je comprends qu'ils puissent se battre jusqu'au bout et c'est ça un peu l'homme politique. Il faut qu'il sache ce qu'il veut et qu'il aille jusqu'au bout. Bon, maintenant le processus est le même. On verra qu'est-ce que cela va donner. Voilà donc la réaction du leader de Taxawu Sénégal en tournée dans la région de Matam. Khalifa Sall n'a pas manqué de décocher des flèches à l'endroit des libéraux qu'il accuse d'avoir plombé le développement économique du Fouta en 23 ans de gouvernance. Khalifa Sall dit compter sur la nouvelle génération de leaders pour encourager le retour des socialistes aux affaires. Le point, c'est avec Ali Bandalian que nous retrouvons. Le Fouta est en train de payer les dérives et le manque de vision du régime libéral de Maître Abdoulaye Wade à celui de Macky Sall. En tournée dans la zone, Khalifa Ababacar Sall se dit outré par le sentiment d'oubli et d'abandon dont souffrent les populations d'une région pourtant aux potentialités énormes. Je ne suis pas perdu, j'ai revu l'hôpital de Ourossogui qui était du temps des socialistes un bijou. J'ai vu l'état dans lequel il se trouvait. J'ai été dans un certain nombre de quartiers et Ali, je vous rassure que je ne suis pas perdu du tout. Donc ce qui me désole après presque 20 ans de régime libéral, c'est que les fondamentaux qui devaient conditionner le développement du Fouta n'ont pas été mis en œuvre, mis en exergue, exploités au profit des populations. Il s'agit du fleuve, il s'agit de la terre, il s'agit des ressources minières comme le phosphate. Et il s'agit surtout des ressources humaines du Fouta, des jeunes et des femmes déterminés, décidés, engagés. Il y avait un tissu industriel dans le Fouta, les gens l'oublient, il a disparu. Donc, c'est quoi le développement? C'est faire des petites pistes. Non, les populations ont besoin de se sentir dans ce qui se fait. Donc, pour nous, revenir aux fondamentaux, c'est reprendre l'agriculture, c'est reprendre l'élevage, c'est reprendre la pêche, c'est faire du fleuve Sénégal un vrai atout pour les populations du Fouta. Reprendre l'irrigation, redonner les terres aux populations, ne pas les laisser aux spéculateurs. Aux exploitants industriels qui peuvent faire de gros aménagements, donnons-leur les terres les plus éloignées. Parce qu'ils auront les moyens de faire ça. Suuf sang fi machallah et amna ay ressources Matam amna phosphate.
Après les localités de Danchadi où des populations l'ont fortement accueilli, Khalifa Sall tourne depuis ce vendredi à Ourossogui, Ourossidi, avant de relier la ville de Matam ce samedi. Toutefois, contrairement au candidat Malik Gakou ou encore Maître Moussa Diop, le cortège de Khalifa Ababacar Sall circule librement, en tout cas pour le moment, dans le département de Matam. Ce 1er décembre, l'Alliance pour la République, l'APR, fête ses 15 années d'existence. Particularité de ce 15e anniversaire, eh bien, il survient à quelques mois du départ du président Sall du pouvoir. Pour Abou Abel Cham, le bilan est positif avec de nombreuses réalisations en 12 ans de gouvernance et même son de cloche du côté de l'analyste politique Ibrahim Bahoum qui affirme que le parti présidentiel tient bon malgré des écueils liés à sa structuration. Survivra-t-il maintenant au départ de Macky Sall? Eh bien, élément de réponse dans ce reportage de Pape Faraning. Elle n'a vécu que 3 ans dans l'opposition avant d'accéder au pouvoir, une prouesse réalisée par l'Alliance pour la République. 15 ans après sa création, Abou Abel Cham, membre fondateur du parti, dresse un bilan élogieux de l'APR. Certes, l'APR est un parti précoce, mais ce n'est pas un parti prématuré, parce que son enfantement, sa gestation, vient d'un peu plus loin que tout cela. Il faut, dans l'histoire de l'APR, retenir que les choses ont commencé dès 2007. Il faut retenir que nous, qui avons accompagné le président Macky Sall, nous sommes extrêmement fiers de ce qu'il a fait. Nous sommes d'autant plus fiers que les résultats sont là, palpables et visibles partout. Un prématuré certes, mais l'APR tient bon, bien qu'elle ne soit pas structurée selon l'analyste politique. On considère que l'APR n'a même pas eu le temps de se structurer véritablement. Il n'y a pas eu d'organe installé. Il y a juste une tête qu'on appelle le président Macky Sall. Et à partir de la tête, le corps a commencé à se constituer. Et le pouvoir qui aurait dû être le moyen de renforcement de l'APR, qui ne lui a pas permis malgré tout d'être le véritable parti, comme l'expérience qu'on a connue avec d'autres formations qui ont précédé dans l'espace public. L'APR survivra-t-elle après Macky Sall? Macky Sall fait son dernier mandat, eh bien, l'APR va continuer à exercer le pouvoir, l'APR va continuer à fonctionner avec les idéaux qui sont les siens, que l'APR va continuer avec les idéaux que lui a inculqués le président Macky Sall, une nouvelle élection pour laquelle nous avons notre candidat, sorti de nos flancs, sorti du sein de l'APR, en l'occurrence le Premier ministre Amadou Ba. L'après Macky Sall ne veut pas dire perdre le pouvoir, on verra après. Mais au moins, est-ce que celui qui va venir, s'il a le même atout du point de vue de l'institution pour être président de la République, s'il a le même atout, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais s'il arrivait que quelqu'un qui n'est pas de l'APR arrive au pouvoir, je ne donne pas très cher d'un parti comme cela qui n'a pas eu le temps de se structurer. Un parti non structuré, nu de numéro 2. Malgré tout cela, l'APR fête ses 15 ans, dont 12 ans au pouvoir. Un parti qui a connu beaucoup de départs dernièrement. L'APR pourrait-elle survivre après le départ de Macky Sall? Seule constante depuis sa création. Parlons consommation à présent avec la suppression de la 3e tranche sur les compteurs Woyofol à Saint-Louis. La mesure est appréciée par les ménages. Du côté des professionnels de la boulangerie, en revanche, eh bien, on continue de réclamer une baisse des tarifs sur les compteurs classiques. Ousseynou Diop, Habib Sek pour les détails. Mais la 3e tranche sur les compteurs Woyofol est supprimée. Une décision prise par l'État du Sénégal et qui est effective aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. À Saint-Louis, cette dame retrouvée dans sa maison apprécie positivement cette décision. Machallah, c'est une bonne chose, c'est le progrès. Voilà. Si c'est confirmé, alhamdoulilah, ça sera bon pour la famille. Mamadou Ba est vendeur de produits alimentaires. Depuis quelques mois, il a pris la décision d'éteindre ses 3 unités frigorifiques à cause de la cherté du courant. Avec la suppression de la 3e tranche, il compte redémarrer ses activités. J'ai éteint mes 3 frigos à cause de la cherté. Et donc avec la suppression de la 3e tranche, je pourrais
allumer mes 3 frigos et commander d'autres produits. C'est une bonne chose, franchement. Les boulangers apprécient également cette baisse, même s'ils pensent que cela n'aura aucun impact positif sur la cherté du courant qu'ils consomment. La suppression de la 3e tranche, bon, on ne dit pas que c'est du néant, c'est quelque chose quand même, mais je dirais que bon, ça ne peut pas impacter par exemple sur notre difficulté. Je vous donne un exemple. Il y a un camarade avec 50 000 francs, on s'est rendu compte avec cette même somme, il ne fait que gagner 11 kWh. 11 kWh, ça n'a pas une grande instance sur le prix du pain. Aujourd'hui, avec la baisse de la 3e tranche, beaucoup de ménages seront soulagés, même si par contre les grandes industries sollicitent que cette décision soit appliquée également pour les compteurs traditionnels. Allez, on s'intéresse à présent aux livreurs de pain qui confessent leur désarroi au lendemain des mesures de restriction établies autour de la vente et de la livraison de produits boulangers. Selon ces derniers, ils sont privés de leur principal gagne-pain. C'est de Nourba et leur porte-parole. Nous l'écoutons. Il s'exprime avec Abdoulaye Patéane. C'est avec la dernière énergie, la politique, voire l'hypocrisie que mène le patronat de la boulangerie en général envers les livreurs du Sénégal et plus particulièrement la Fédération nationale des boulangeries du Sénégal, FNBS, et le regroupement des boulangeries du Sénégal, RBS. Optant ces métiers nobles, bien que nous travaillons dans le secteur informel, nous disons non à la discrimination. Étant des honnêtes citoyens, travaillant à la sueur de notre front, nous interpellons le ministre du Commerce, le Premier ministre, le Président de la République de revenir sur leurs décisions concernant les restrictions établies sur la vente des produits boulangerie-pâtisserie par les boutiquiers, car c'est eux qui sont nos principaux clients. Ils doivent nous prendre en considération s'ils ne veulent pas d'autres émigrés clandestins ou l'augmentation du taux de chômage au Sénégal, sachant que nous avons des familles, des parents, pères, mères, frères et sœurs à nourrir. C'est notre gagne-pain. Les soi-disant patronats de la boulangerie, la FNBS ainsi que la RBS nous empêchent de travailler au profit de leurs intérêts. C'est de la machination pure et dure. L'État ou le patronat doit nous apporter des mesures d'accompagnement parce que nous en faisons une partie intégrante de ce secteur. Sans oublier nos mamans, vendeuses de déjeuner, des pains au lait, des gâteaux bien emballés en paquetage sur les trottoirs ainsi que les boutiquiers. Les nombreuses opérations de désencombrement initiées au sein de la capitale poussent les jeunes à tenter les voyages irréguliers. C'est la conviction du président de l'association des marchands tabliers du Sénégal. Abdoulaye Faye suggère aux autorités d'opter dorénavant pour des politiques concertées de prise en charge de la problématique de l'occupation anarchique. Nous l'écoutons au micro de Lamine Baye, Lamine Mondjan. Non, beaucoup d'entre nous ont pris les pirogues pour l'Europe. Ils sont partis soit de Saint-Louis, soit de Mbour ou encore de Rufisque. D'autres sont bien arrivés à destination selon nos informations. D'autres, malheureusement, ont péri en mer. Mais vous savez, la cause principale de cette saignée reste le harcèlement dont de jeunes marchands tabliers sont victimes. Ils sont persécutés lors des opérations de déguerpissement sur décision des autorités. Quand vous chassez un jeune qui cherche à entreprendre pour gagner sa vie et qu'il perde tout, il est clair que vous l'encouragez à emprunter les pirogues. Je lance un appel solennel aux autorités qu'ils laissent les marchands tabliers mener leurs activités en toute quiétude. Il suffit de créer un environnement d'organisation. Ce 1er décembre, et vous le savez, la journée mondiale de lutte contre le sida, la rédaction est allée à la rencontre de Soukaina Ndiaye. Soukaina est porteuse du virus depuis 18 ans. Son statut sérologique n'a jamais été un frein à l'exercice de ses activités. Grâce à son implication dans la sensibilisation contre la maladie, elle est devenue présidente du réseau national des personnes vivant avec le VIH. Nos reporters l'ont rencontrée. Abi Faye, Nabidien signe ce reportage. 18 ans déjà que Soukaina Ndiaye vit avec le virus du sida. Je suis partie au dépistage comme tout un chacun et mon résultat est avéré positif depuis 2005. Et c'est à ce niveau-là que j'ai su que je suis séropositive. Un statut sérologique qu'elle a pris positivement. On l'a vécu positivement, comme toutes les autres personnes qui sont séropositives, parce que ce n'est pas seulement ma personne qui est tombée dans le statut séropositif, il y a d'autres personnes. Donc je l'ai vécu comme si j'étais un individu, un être humain, parce que la maladie touche que les êtres humains. Désormais, Soukaina s'active dans la sensibilisation du VIH-Sida. Aujourd'hui, elle est la présidente du réseau national des associations des personnes vivant avec le VIH. Son objectif premier
et de lutter contre la discrimination et la stigmatisation. À faire accompagner les personnes vivant avec le VIH, veiller de leur bien-être, lutter contre la stigmatisation et la discrimination, mobiliser des ressources pour prendre en charge les personnes vulnérables et renforcer les capacités des acteurs communautaires pour les rendre très actifs et les transformer en leadership. Malgré son statut séropositif, elle note des avancées dans le traitement de la maladie. Soukaina devient ainsi une référence dans la lutte contre la maladie. Son quotidien est rythmé par les activités de sensibilisation. Allez, on poursuit ce journal dans le domaine de la santé et notamment de la transplantation rénale. Depuis l'opération, de nombreux questionnements sur les critères de compatibilité, le suivi des donneurs et des receveurs. Eh bien, le Comité national du don et de la transplantation a tenu à répondre à toutes ces préoccupations de l'opinion publique. En conférence de presse, le CNDT annonce à ce jour 3 donneurs et 3 receveurs pris en charge. Il informe également une quinzaine de patients sur la liste d'attente compte rendu de leur conférence de presse avec Maimouna Ndiaye. Il a fallu 8 années pour mettre en application la transplantation rénale au Sénégal après l'adoption de la loi l'autorisant. Des lenteurs dues au respect de certaines procédures, explique le Comité national du don et de la transplantation. On a vraiment été intransigeant au niveau du CNDT pour le respect des procédures, parce que c'est extrêmement important. Parce que c'est un donneur vivant, c'est apparenté, donc on ne peut pas quand même... Voilà, il ne peut pas y avoir de favoritisme ou de... En tout cas, on ne peut pas jouer, il faut respecter dans toute sa rigueur, faire respecter les procédures dans toute leur rigueur. Après l'opération, le suivi, un traitement rapproché et à vie chez le malade. Toutes les semaines, le premier mois, puis tous les 15 jours, le deuxième mois, puis chaque mois pendant 3 mois, puis chaque 3 mois. Mais le suivi se fera à vie parce que voilà, il va falloir qu'on les suive pour voir le greffon qu'on leur a mis. Est-ce qu'il est toujours fonctionnel? Est-ce qu'ils ne feront pas des complications en rapport avec les médicaments? Mais attention, être dialysé ne veut pas forcément dire être transplanté. N'est-ce pas, professeur? Vous devez avoir des donneurs. Ces donneurs vont être évalués et les gens vont voir est-ce qu'ils sont compatibles, est-ce qu'ils peuvent vous donner un organe. Et même si vous êtes compatible, est-ce qu'il n'y a pas une pression psychologique, une pression familiale derrière? C'est pour ça qu'ils sont reçus par les psychiatres qui évaluent pour voir en tout cas la motivation de celui qui veut donner son rein. Après cette première expérience, le Comité national du don et de la transplantation va étudier en janvier 2024 un nouveau programme pour mieux répondre à la demande. Allez, on s'intéresse au projet Icon City cette fois-ci. Les chargés de la construction de ce projet démentent l'information selon laquelle rien n'a encore été fait sur le site en question. Le bâtiment Welcome Center est en construction et les techniciens sur place rassurent les habitants quant au démarrage effectif des travaux dans les prochains mois. Le reportage est signé Ndaïmati Dian et Mamadou Gueye. Le projet Icon City avance selon le directeur général d'Action Construction. Jen Medam nous montre une construction en forme de courbe qui est le bâtiment Welcome Center. Pour des projets de ce genre, le Welcome Center est le premier bâtiment. C'est le prototype des bâtiments des projets. On a fini les grosses œuvres. Après, on va faire les finitions et le projet en tant que tel va démarrer. Normalement, l'équipe technique qui devait venir de Dubaï et des États-Unis devait être là à fin septembre, mais vous voyez que c'était impraticable. Ici, l'hivernage, c'est impraticable. Selon certaines informations, les travaux seraient à l'arrêt suite à une instruction de l'État à travers la SAPCO. Le chef du village de Bodjen dit ne pas être au courant. nga dem ci village bi laaj waa village bi comme ni ñu waxoon comme dañu waxoon compétence transférée rek man réunion ak SAPCO la amoon léegi maa ngi nii wàcc ci oto waxuñu ma ci dara moo tax ma ne leen mën na am mën na ñàkk a am. D'ailleurs, tout est déjà budgétisé pour l'accélération des travaux. Les études déjà techniques, géotechniques sont déjà faites. La budgétisation des premiers projets est déjà bouclée. Donc là, actuellement, on est en phase de présélection des entreprises qui vont démarrer les travaux. Et donc, c'est même dans ce cadre-là que nous avons été
sollicité et donc nous sommes venus accompagner le promoteur sur site. Donc nous vous rassurons que le projet Econ City est un projet viable. Pour rappel, Econ City, dont la pose de la première pierre est faite le 31 août 2020, va s'étendre sur 55 hectares ici à Mbodiène. Fin de ce journal, mais juste avant de se quitter, cette information qui concerne l'actualité sportive, il s'agit du mondial de handball féminin 2023. Le mondial se tient au Danemark. L'équipe nationale du Sénégal a concédé le nul face à la Croatie sur un score de 22 buts partout. Voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite. La deuxième partie de Soir d'info, nous avons invité ce soir de grands noms de la mode sénégalaise mais aussi africaine. Colère de Sow est notre invité ce soir. À tout de suite.